Bon, je commence à comprendre pourquoi il y a autant de fans du personnage de Gardien Doré. Ça va être donc centré sur le duo entre lui et Luz dans cet épisode, alors que ça commence avec une intro où on nous pose un petit peu le camp du mal. Les dirigeants, avec donc Belos qui a invité les 9 chefs des confréries principales pour leur dire « Ah, le jour de l'unité va approcher, c'est une occasion extraordinaire, tous ceux qui sont de notre côté augmenteront notre puissance. » C'est pas exactement à quel niveau ils veulent dire ça, à quel niveau ils sont au courant de ces plans, à Belos aussi, c'est cela. Parce qu'on semble montrer que ils semblent être un petit peu dans la combine pour quelque chose de pas très net, mais à quel niveau ils sont, on ne sait pas exactement. Donc, alors qu'il présente ça, et il y a Belos qui commence à avoir une petite crise de rechute qu'on a déjà vu une ou deux fois avant dans la saison 1, où il a besoin de se nourrir en avalant la magie des sceptres animaux. Il me semble qu'on l'a vu une fois dans la saison 1, à la toute fin de la saison 1, mais je ne me souvenais pas que Luz l'avait vu, mais apparemment Luz l'a vu, puisqu'elle en parle et elle le sait. Donc j'ai pas fait gaffe, c'est sans doute ma faute, hein. Ça me revient pas en tête. Mais bon, ouais, il est un petit peu faible et il a besoin d'avaler plus de magie pour mieux s'en sortir, et c'est là que le gardien doré, hein, donc c'est son deuxième second, puisqu'il a 2 seconds maintenant, avant il y en avait 3, maintenant il n'y en a plus que 2, donc Kikimora et le gardien doré, et il vient le voir, s'occupe un petit peu de lui, en lui disant « Écoutez, mon oncle, il y aurait peut-être moyen de vous soigner si on faisait des recherches sur ce qui vous touche plutôt que de pallier à ça en vous faisant toujours bouffer la même chose. » Et vous savez, c'est vachement marrant. Je peux pas m'empêcher de trouver ça vachement marrant, dans un sens, quand dans l'épisode 4, on a passé tout un épisode à dire que ça sert à rien de s'acharner quand quelque chose vous touche et qu'il faut vivre avec, et que quand un proche veut vous soigner de ça en insistant un petit peu, il ne devrait pas. Et là, on essaye de faire la même chose, seulement dans l'autre sens. Que sa mère veuille s'acharner à défaire ça, elle est dans le tort. Par contre, le grand méchant a un truc similaire, c'est-à-dire un truc qui fait que il va pas très bien, et il y a son neveu, ou je sais pas exactement si c'est vraiment son neveu au sens strict du terme, mais bon, ce gars qui lui est proche, qui lui dit « Et je pourrais peut-être faire quelque chose pour vous », il se fait rembarrer, histoire de bien dire que c'est lui qui a l'approche la plus sage, contrairement à lui qui fait exactement ce que fait Eda, c'est-à-dire que j'accepte ce qui me tombe dessus et je prends juste les palliatifs pour vivre avec, quoi. Je trouve ça très marrant. Je suis impatient de voir certains commentaires là-dessus. Néanmoins, cette grosse parenthèse étant faite, ça met en place le fait qu'il a besoin de plus de sceptres magiques, donc d'animaux vivants qui peuvent se transformer en sceptres, c'est quand même un petit peu quelque chose. Et ça tombe bien puisque parallèlement, on va centrer la remise des pallisements, comme on dit chez eux, je ne sais plus exactement comment ils appelleraient ça en français, sans doute qu'ils ont un terme. Bref, les pallisements, donc les ornements de sceptre précis, c'est le jour de la remise de ces trucs-là. Enfin, elle va avoir son sceptre, lui aussi. Il a fallu le temps pour ça. Enfin, quand je dis enfin, elle va l'avoir, pas tout à fait, pas tout de suite. Et donc ouais, le thème tombe bien, quoi, hein, c'est quand même une bonne coïncidence. Et alors qu'elle s'interroge un petit peu sur le fait que la souris écho qu'elle a réussi à avoir ces derniers temps ne lui a pas donné plus d'informations sur le livre qu'elle a bouffé. Parce que ça prend son temps. En fait, c'est au rythme du scénario, ce que veut balancer le scénario au fur et à mesure. C'est très pratique, ce genre de logique magique. Donc, ouais, donc elle est là, cette souris, elle donnera des informations en plus quand les scénaristes s'y sentiront, en fait. C'est plus ou moins ça. Tandis que, donc, c'est le jour de la remise des placements, et elle s'y rend. Il y a Eda qui présente ça avec le proviseur Bump, de façon un peu logique dans le sens puisqu'ils ont fait appel à la reine chauve-souris de façon très intelligente dans le sens où elle veut faire adopter tous ces ornements qui ont été abandonnés plus tôt. Et plutôt que de faire ça à la vieille méthode, on reprend ça dans un arbre spécifique, dans des troncs d'arbres spécifiques qui sont de plus en plus rares, donc on grave nos ornements, on va plutôt faire adopter
les ornements qui sont désormais sans maître par ses nouveaux élèves. C'est très cool comme approche, comme façon de faire. J'ai trouvé ça très intelligent de rejouer sur le personnage qui, depuis le dernier épisode dont on l'a vu, a accepté l'idée que ses protégés trouvent un nouveau maître qui puisse les accueillir et les aimer. C'est assez joli ça, j'ai beaucoup aimé. Et donc tout le monde se présente, il y a Willow qui a le sien, je sais même pas si on a vu Gus avoir le sien. C'était pas marquant particulièrement. Il y a la petite garce de service qui a le sien. Amity n'est pas là. Elle est restée chez elle. Elle dit qu'elle sait pourquoi Luz. J'imagine que c'est parce qu'elle se sent un petit peu mal de l'avoir embrassé sur la joue et donc elle n'ose pas se montrer tout de suite. J'imagine que c'est ça. Ok, on en est à ce stade, très bien. Et alors que tout le monde reçoit son bâton, la dernière à passer, c'est évidemment Luz, qui n'en a pas tout de suite, parce qu'elle dit « je veux devenir une sorcière », mais ça suffit pas. Pour la reine chauve-souris et pour tous les autres ornements, elle ne montre pas assez de conviction. Et sa personnalité n'est pas assez discernable pour qu'il y ait une créature, un ornement qui veuille vraiment être avec elle, particulièrement. Et donc, elle se sent un petit peu mal, rentrant chez elle. Elle se pose des questions sur ce qu'elle veut, avec tout ce qui se passe dans sa tête. Elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut faire plus tard, quoi. Elle a des tonnes d'idées, elle balance beaucoup de choses. Mais c'est quoi, en fait, son but dans la vie? C'est quoi sa recherche, à part retrouver sa mère, en fait? Une fois qu'elle aura retrouvé sa mère, ce sera quoi le truc? Faudra-t-elle encore être une sorcière réellement? Donc il y a tous ces questionnements qui se mettent en place dans sa tête et qui n'ont pas leur réponse tout de suite. J'apprécie ça, j'apprécie le fait que, dans un sens, vu que c'est un peu le but global de votre histoire, vous n'allez pas régler toutes ces choses-là en une seule introspection rapide. Donc c'est cool. Et alors, de façon un petit peu fortuite, parce qu'il faut dire ce qui est, la coïncidence, elle est une fois de plus plutôt bien dans cet épisode, il y a un ornement qu'il a suivi dans son cartable et elle se dit « Oh, t'es mignon, toi, je vais te ramener auprès des tiens. » Et tant qu'elle y est, elle se dit « Oh, tant que vu que je t'ai ramené dans ton petit tronc où il y a tous les tiens, je vais dormir avec vous pour réfléchir un petit peu et voir un petit peu si ça me parle. » Tandis que la reine chauve-souris, apparemment, elle avait autre chose à faire. Elle n'était pas là. Elle n'a pas surveillé. Ça aurait été trop compliqué si elle avait été là, j'imagine. Enfin, je sais pas, ça aurait peut-être été plus dramatique dans un certain sens. Mais ça aurait peut-être été aussi un peu trop long. Il se passe beaucoup de choses dans 20 minutes d'épisode, hein, je vous cache pas. Donc, durant la nuit, donc il y a cette espèce de petite maison à ornement qui se fait capturer, kidnapper par un dirigeable du royaume, qui est donc mené par le gardien doré. Donc Luz, évidemment, elle réagit, hein, et se trouver là, ça tombe bien, une fois de plus, et elle essaie un petit peu de se battre contre lui. Ça se passe plutôt bien sur certains égards et plutôt mal sur d'autres, mais au bout d'un moment, ils finissent par être attaqués par une créature un peu spéciale, et qui fait tomber leur dirigeable et les fait tomber au sol tous les deux. Et elle découvre après, Luz, en se réveillant un petit peu, que c'est Kikimora qui a lancé cette attaque, parce que on a mis en place très rapidement, je vous cache pas que c'est pas quelque chose qui a été grandement appuyé, allez, dans l'absolu, on va me reprendre là-dessus, on a un tout petit peu appuyé qu'il y avait ce jeu de pouvoir entre elle et Lilith. Donc, dans l'absolu, qu'il y ait ce genre de jeu de pouvoir également entre Kikimora et le gardien doré, c'est logique. Voilà, c'est pas pour dire que c'est une critique très grave, oui. Il y a Kikimora qui a lancé cette attaque pour avoir le beau rôle et faire en sorte que cette espèce de petit concurrent soit plus là. Donc elle fait passer ça pour un accident. Et elle fait croire qu'il est mort, alors qu'en fait, bon, il n'est pas mort. Et elle ordonne à sa créature, une créature au design assez spécial qui lui colle bien, en fait, puisqu'elle a une gueule qui est formée de 2 mains presque. C'est très similaire à ça, étant donné que sa coiffure à Kikimora, c'est une main, elle est dans sa thématique. Elle est dans sa thématique. Donc oui, voyant ça, Luz se dit, en piquant le sceptre du type, qu'elle ne peut pas le laisser. Et elle voit enfin son visage au passage. Le visage qui n'avait pas particulièrement besoin d'être caché, c'était pour se donner un style. À la Kylo Ren, j'imagine. Ce Disney, ils veulent faire des petits rappels à Star Wars, comment ils l'ont écrit, si ça leur fait plaisir. Et ouais, je comprends pas pourquoi il avait un masque pour l'instant. Pour cacher qu'il est jeune, parce qu'il a à peu près autour de son âge.
Et ouais, en le voyant, ça se passe pas super bien, et le courant passe pas totalement, mais ils sont un petit peu obligés de fuir cette créature ensemble en se rendant dans la ville un petit peu malfamée du coin pour voir quoi faire ensuite. Il se fait pas repérer tout de suite par les siens, il se fait pas reconnaître tout de suite par les siens Hunter, il s'appelle Hunter, le gars il dira à la fin que c'est son nom Hunter, autant l'appeler comme ça tout de suite. On apprend, après une petite course-poursuite, qu'il ne sait pas faire de magie sans son sceptre un petit peu spécial que son oncle lui a donné. Et ce qui est très intéressant, c'est quelqu'un qui est un petit peu à part. C'est un petit peu similaire à Luz, et on sent qu'il y a quand même cette reconnaissance, ce petit parallèle qui se fait entre eux sur le fait qu'ils ont besoin de palliatifs. Et au moment donné où ils finissent par s'avouer certains trucs et à se rapprocher un petit peu, pas totalement mais un tout petit peu dans leur épreuve, voilà, il avoue certaines choses. Certaines de ses connaissances sur les anciens mages et les mages de la vieille époque. Et c'est juste un truc rapidement pour reprendre ça, parce qu'on m'a dit en commentaire, mais on a dit que tout le monde avait la possibilité d'avoir accès à ce type de sort avec les glyphes. Non, c'est pas ce qu'on a dit dans l'épisode où on introduit la chose dans la saison 1. Pour me reprendre là-dessus, parce que une fois de plus, j'aime pas qu'on me critique sur un truc où c'est vous qui interprétez ça comme bon vous chante. Hein. Moi aussi, je peux interpréter ça comme bon me chante et vous contredire. Ce qu'on dit dans l'épisode d'introduction de l'existence de la vieille magie dans l'épisode de la saison 1, c'est que avant, il y avait des magiciens qui n'utilisaient pas, qui utilisaient autre chose que la magie de leur cœur, hein, du truc, de la glande de leur cœur pour produire leur magie. C'est tout ce que ça disait. Ça disait pas une seule seconde que cette magie à laquelle les anciens magiciens avaient accès, eh bien les magiciens maintenant y ont accès aussi. Ça n'a pas dit ça. Donc excusez-moi de trouver que c'est beaucoup plus clair dans la fin de la saison 1 qu'au début de la saison 1 à ce niveau-là. Voilà, c'était la petite parenthèse rapidement. Donc, ils discutent un petit peu entre eux, elle prépare un petit peu un piège puisqu'ils se mettent un petit peu d'accord tous les deux pour aller à l'encontre de Kikimora, hein, parce que voilà, elle veut pas qu'elle mette la main sur les créatures et bien entendu, il veut pas qu'elle marche sur ses plates-bandes à un certain degré, mais c'est un peu plus que ça dans un sens. Il veut se prouver à un certain degré à son oncle. Il a une histoire un petit peu nébuleuse pour l'instant, mais on voit que c'est quelqu'un qui est pris dans cet engrenage et veut bien faire à un certain degré. Au-delà du côté un petit peu cassant, un peu grossier du personnage qu'il avait dans son épisode d'apparition, parce que je trouve vraiment pas que dans l'épisode 1 de cette saison 2, quand il est apparu, il était si extraordinaire que ça. Je trouvais que c'était vraiment un niveau gamin, son ton cassant. Au moins là, on justifie un petit peu mieux pourquoi il a cette mentalité d'ado, pas parce que c'est un petit peu un ado lui-même. Donc ça lui colle mieux. Je reconnais que ça rattrape un petit peu, ça justifie un petit peu mieux son caractère de l'épisode 1, ça. On met un petit peu en place qu'il commence à s'ouvrir un tout petit peu, mais il va pas plus loin que ça. Néanmoins, ça permet à... donc, j'en ai pas parlé, mais oui, l'ornement qui avait suivi Luz au départ et qui lui la collera un petit moment, ça permet à cet ornement de le comprendre un petit peu mieux lorsqu'il affiche un petit peu ses vraies intentions, un petit peu ses vraies émotions, ce qui amènera le petit payoff de fin de cet épisode que j'ai un peu vu venir, je vous cache pas. Mais bon, c'était quand même assez mignon dans l'idée. Donc ils se mettent d'accord pour l'attaque. Elle a préparé un gros glyphe géant, Luz, pour endormir la créature et Kikimora alors qu'elle ramène les créatures sur son dos. Et donc en les endormant, elle libère les créatures, mais se fait doubler une dernière fois par Hunter, qui hésite à un moment donné. C'est-à-dire que lorsqu'elle se rend compte qu'il l'a trahi pour reprendre la possession des créatures et les donner à son oncle, elle finit par dire au bout du compte, je pensais qu'il y avait quelque chose, mais t'es quelqu'un de méchant à un certain degré. Elle le dit de façon un tout petit peu plus poussée, recherchée que les mots que j'emploie là tout de suite. Hein. D'accord. Ouais, il y a ce moment d'hésitation où il ne l'attaque pas tout de suite et finit par dévoiler son vrai prénom. C'est là qu'il dévoile son vrai prénom qui s'appelle Hunter. Et donc,
il y a quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'il se dévoile un petit peu, mais est-ce qu'il aurait pu aller plus loin que ça? Ben, on ne le saura pas, puisque c'est à ce moment-là que Kikimura se réveille un petit peu, la tête un petit peu dans le cul, donc elle ne voit pas très bien. Ça sera pratique pour le fait de ne pas être considéré directement comme un traître par la suite. Et donc elle se battra un petit peu contre lui, ce qui permettra à Luz de fuir avec les créatures sur le dos de la grosse bestiole volante, afin de les ramener évidemment au bercail. Et voilà, une fois de plus, durant toute la nuit, la reine chauve-souris, elle avait autre chose à faire. Je ne sais pas quoi, mais elle avait autre chose à faire. Des petits détails comme ça. Donc, ouais, ça se termine là du côté de Luz qui, après toute cette histoire-là, va avoir l'opportunité de se faire elle-même son propre sceptre. Parce que il y a Eda et King qui ont un peu compris sa peine, qui ont un rôle assez secondaire, mais c'est cool de les faire jouer ce petit rôle-là, d'aller trouver du bois précis pour pouvoir graver son propre ornement, pouvoir se faire son propre sceptre à elle spécifique. Tandis que le petit ornement rouge-gorge, je ne sais plus trop quel oiseau c'est, aura fini par trouver son appel et se rendra auprès de Hunter. Alors qu'il s'excusera auprès de son père, il y aura une fois de plus une tension entre lui et Kikimura, et il dirait qu'est-ce que je vais faire, je pense que je pourrais trouver un moyen de le guérir de ce qu'il touche, et ouais, c'est là que l'ornement arrive vers lui pour montrer qu'il s'est attaché, et ça sera difficile puisque, étant donné que son oncle veut bouffer ce genre de truc, il va falloir qu'il le cache. Mais ça pourrait être pas mal dans la suite, quoi. Ça change un peu la dynamique de cette organisation, ce qui est cool. Il y a beaucoup d'éléments qui sont très bons dans le développement. On découvre davantage Hunter, qui jusqu'à présent était pas particulièrement marquant pour moi. Il se la pétait un peu, mais n'était pas plus marquant que ça. Là, on prend le temps de le complexifier un peu, ce qui aide beaucoup. Et oui, on complexifie un petit peu aussi les relations au sein de ceux qui travaillent pour Belos, et on montre qu'il y a vraiment un côté bombardement chez lui. J'aime beaucoup ça. En plus de faire un bon parallèle entre les deux protagonistes de cet épisode, qui sont un peu forcés d'œuvrer ensemble et qui apprennent à se connaître, c'était très bien géré cette partie-là. Un épisode très solide, qui vaut le coup. Ça démarre bien cette saison 2, à part le premier épisode qui était coup-ci coup-ça sur certains points, j'apprécie bien les épisodes qu'on met en avant. Et ouais, j'ose espérer que ça va se poursuivre sur cette voie-là. Pour l'instant, je suis plutôt ravi. A bientôt pour l'épisode 7. Bye!